Bonjour à tous, on est aujourd'hui à côté de Strasbourg, en Alsace, chez notre fabricant français de panneaux solaires Voltex Solar, qui équipe nos stations solaires Plug and Play et nos kits solaires toiture. Et l'objectif de cette vidéo est de vous faire partager vraiment toutes les étapes de fabrication de notre panneau solaire français Voltex Solar et de vous montrer vraiment comment on fabrique un panneau solaire en France. Donc aujourd'hui c'est Mickaël, directeur commercial de Voltex Solar, qui nous accueille et qui a le plaisir de nous faire partager du coup la visite du site ici à côté de Strasbourg en Alsace. Est-ce que du coup Mickaël, tu peux te présenter un peu à nos auditeurs et nous dire quelques données sur Voltex Solar? Avec plaisir. En tout cas, bienvenue. Je suis ravi pour commencer d'accueillir l'entreprise Sonetic dans nos locaux. Donc, je me présente. Je suis Mickaël Godet, directeur commercial de l'entreprise Voltex. Voltex Solar est en fait une entreprise familiale, fabricant français de modules photovoltaïques. Comme tu l'as dit, Thomas, située à Dinsheim-sur-Bruche, à une petite demi-heure de la belle capitale européenne qu'est Strasbourg. Et en quelques chiffres, chez Voltex Solar, nous sommes 120 salariés. Aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de doubler notre capacité pour pouvoir très rapidement produire 500 MW de modules photovoltaïques fabriqués au sein de notre usine, ce qui correspond à la fabrication d'1 million de panneaux photovoltaïques qui sortiront tous les ans de notre site, que vous aurez l'occasion et le plaisir de découvrir par la suite. Ça marche. Et donc aujourd'hui, on va visiter les bureaux pour voir toutes les équipes administratives, recherche et développement de Voltex Solar. Et bien sûr, le site de production, on va vous montrer vraiment toutes les étapes de fabrication d'un panneau solaire français Voltex Solar. C'est ça, tout à fait. Donc là, on est avec Nicolas. C'est lui qui va nous faire la visite de l'usine. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter du coup et nous donner quelques chiffres clés sur Nicolas Cap, je suis responsable de production et des opérations de l'atelier de Voltex. Donc on est 120 personnes en équipe 3-8 et voilà, on a 2 lignes de production que je vais vous présenter. Et avant ça, je vous présente les bureaux qui sont les bureaux logistiques et maintenance et production. Allez, on commence par ça. Merci. Donc on a la partie logistique avec Anita ici de dos. Et on a la partie maintenance. Donc on a notre responsable maintenance Thomas ici là-bas de loin. Et on a son adjoint qui est coordinateur qui est Kevin. Et on a des techniciens qui sont là aussi. Bon, là ils sont sur le terrain. Et puis ici on a la partie support production. Donc avec Léon, notre apprenti en gestion de production. Et puis aussi on a un ingénieur, un responsable projet, un ingénieur méthode, responsable méthode. Et puis notre chef d'atelier également. Et ils sont sur le terrain. Voilà. Donc bienvenue chez nous. On arrive dans la première zone avec Morgane d'un côté, Delphine de l'autre. On va commencer par la zone de chargement. Elle ferait un premier contrôle en fait sur les pourtours de la cellule pour voir s'il y a un quelconque défaut. Et ensuite elle va charger l'une ou l'autre machine de découpe cellule. Là le but de l'opération c'est de contrôler. Il y a un premier contrôle de la cellule. On va les couper finement en deux au découpe laser et après on va sur les machines. Voilà, donc on est sur un format M6. Donc le M6, c'est la taille de la cellule. On a également du format G12 qui est juste à côté, que tu pourras leur montrer également s'il te plaît. Et donc on va mettre 9 rubans ici. Or que l'autre cellule, on voit qu'elle est plus grande. Ça c'est du G12 avec 12 bus bars. Voilà, ça c'est pour la nouvelle ligne. Et la ligne actuelle est équipée pour du M6, 9 bus bars. Donc 9 rubans. Et la nouvelle, c'est 12 en G12. 12 bus bars, donc 12 rubans. Voilà. Delphine charge la machine ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un petit bijou. C'est très fin, c'est très précis. Ensuite, vous arrivez sur la découpe laser. Donc ici, vous pouvez voir le cheminement des cellules qui se font couper. Donc on a une pré-empreinte et après le deuxième laser qui suit pour couper la cellule en deux. Donc là, on fait en moyenne entre 30 et 40 000 par équipe de cellules coupées, ce qui nous fait entre 120 et 150 000, 160 000 cellules par jour coupées par cette machine-là. Et donc après, on arrive chez Morgane. Et donc Morgane va sortir les cellules qui sont coupées en deux. Voilà, et vérifier sur les pourtours s'il n'y a pas eu de défaut de coupe. Donc elle va regarder si la coupe est bien droite, qu'il n'y a pas de petite pique, s'il n'y a pas eu de casse tout simplement. Ça c'est le domaine de la découpe cellule. Donc là on prépare le travail pour aller ensuite sur la ligne de production, que je vous invite du coup
Ah, y aller. Le principe de cette ligne-là est le même sur l'autre. Le robot vient prendre l'intercalaire. Ensuite, il va saisir le verre. Alors, on a quelques petites opérations subtiles juste pour séparer le verre s'ils se collent entre eux. Voilà. Donc, il y a des petites opérations de mouvement d'inclinaison, de flexion de la barre du milieu, ce qu'on entend là. Voilà, c'est juste pour bien les séparer de façon automatique. Voilà, c'est juste pour séparer le verre si ça collerait, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Là, c'est pour éviter que, bien sûr, que l'intercalaire ne reste. Et là, on fait un vrai test de flexion. Donc, ce test à 90 Newton par mètre carré nous permet de voir s'il y a une fragilisation du verre. Donc, 100% de nos verres, de nos modules sont testés à chaque étape du processus. Donc, dans cette zone-là, on va poser d'abord le premier encapsulant. Et il faut s'imaginer qu'on pose l'encapsulant sur le verre. Après, on va mettre notre matrice et on va mettre un autre encapsulant. Non pas tout à fait la même, mais ça a la même fonction. Et une backsheet. Et le tout va être fondu dans une lamination. Donc sous légère pression et surtout sous vide. Et avec une température donnée. Pour chasser l'air et fondre le tout. Pour que l'encapsulant protège les cellules et les connexions qui sont à l'intérieur. Donc tous nos produits sont tracés. Et on enregistre les matières premières qui sont associées, ou alors également on sait sur quelle machine ils sont passés. Voilà. Donc chaque produit est unique, bien entendu. Et ensuite on arrive sur les stringers. Donc là vous avez 2 stringers avec un robot, et de l'autre côté un stringer avec un robot. Donc on a des bus de flux, donc c'est un liant qui permet de faire la jonction entre le ruban et la cellule pour souder. Donc c'est un produit solventé. Donc on applique, par la pulvérisation ici, le long des pads ici. On appelle ça les bus bars là. On arrive ici, on a 9 bobines de ruban d'étain. On vient tirer les fils ici et on vient couper en 2 parties. Et donc il y aura des rubans qui vont partir du dessous pour arriver au-dessus et ainsi de suite pour aligner et assembler le tout. Ensuite, vous avez l'outillage, on appelle ça les serre-plans, là, les cassettes là, qui sont en circuit fermé. Cet outillage-là est posé dessus sans casser et permet une homogénéité de pression sur tous les points. Parce que le plus important, c'est de souder, bien entendu, sur chaque point blanc que vous voyez là. Idem, qui est un peu plus important sur la face arrière. Donc cet outillage-là nous permet d'avoir une homogénéité de pression parfaite, mais sans casser la cellule parce qu'elles sont très fragiles. Ensuite, ici, vous pouvez remarquer qu'il y a des plaques de chauffe en bas et 2 unités de lampes à infrarouge. Alors toujours avec un principe de préchauffe et chauffe bien sûr. Et donc là, on va souder nos cellules qui ont été avec une empreinte de flux dessus pour pouvoir assembler, les assembler entre elles pour constituer un string. Donc on appelle ça un string, d'où le nom des machines stringer. Un string, c'est une chaîne de cellules. Tout à fait, assemblé. Et donc le résultat il est là et puis on le verra à la sortie. Donc là, vous avez le robot, l'EOP, qui va constituer la matrice. Donc là, vous voyez que la matrice, le verre avec le VA, il arrive par la gauche. Le robot va prendre un des strings qui est complet. Il va le mesurer entre les capteurs et le positionner le plus précisément sur la matrice pour garder toujours le même espace et la même orientation du string sur sa matrice. Voilà. Donc en sortie de ces 2 robots, on a donc nos strings qui sont dans le mode portrait. Donc elles sont toutes connectées entre elles. Et maintenant, c'est de les relier entre elles et de ramener le courant d'un côté. Parce que là, on est sur un modèle, une seule boîte de jonction. Mais on peut avoir une boîte de jonction de chaque côté. Donc, je vous explique maintenant cette machine. On va prendre les ribbons ici. On va les couper en 2 morceaux ou un morceau. Vous voyez, ça coupe. Enfin, ça a été coupé. On tire ici les rubans d'interconnexion. Donc, c'est ceux qui sont sur la largeur du module. Ensuite, c'est aspiré par Venturi. C'est ce qu'on voit, les petites têtes noires là-bas. Le module là-bas au fond, vous voyez, il est centré. Ensuite, on lève la matrice, donc on lève les cellules, les strings. On positionne les rubans dessous et on vient souder avec les têtes noires. Les têtes noires là-bas, c'est des têtes à induction. Voilà. Et donc, on va relier
les strings entre eux par le côté de la largeur du module, des deux côtés. Donc vous avez la même chose en symétrie de l'autre côté. Alors, on arrive chez les filles. On a de nouveau Quattar et Dina. Elles vont d'abord poser du scotch. Alors c'est un adhésif qui a la même propriété que le VA. Donc elle va fondre en lamination, ça sera transparent. La seule différence, c'est que c'est adhésif. L'idée de ce scotch, c'est pour pas que la matrice bouge dans la lamination. Pour pas que ça se colle entre elles, les strings. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, donc elle va souder les petits ribbons et mettre des isolants. Parce que forcément, sinon, il y aura un court-circuit. Hein, donc il ne faut pas que les rubans d'interconnexion soient en contact avec la cellule, bien entendu. Et elle positionne déjà le long isolant pour pouvoir collecter le courant d'un côté et tout ramener d'un autre. Donc là, après, on est sur l'équipe de Déborah et Atis qui, elles, vont finir le scotch et poser le long ruban d'interconnexion. Et maintenant, on va collecter tout le courant d'un côté. Donc là, on est sur quelque chose avec beaucoup de dextérité. C'est pour ça que ça ne sera jamais remplacé en automatisme, ça. Ça, c'est hors de question. Donc là, vous avez le deuxième encapsulant. On appelle ça le POE, qui va permettre de recouvrir les cellules. Et là, on pose la backsheet. Elle se fait également, donc c'est une petite protection mécanique et qui fait aussi d'office d'encapsulant. Elle se fait également en noir, en transparent. On est avec Darosa. Darosa a été formée à l'électrominescence. Mais avant ça, ce qu'elle va faire, elle va vérifier le positionnement des encapsulants, un backsheet et POE. Elle va ensuite enfiler les rubans d'interconnexion à travers les encapsulants. Excuse-moi. Voilà. Et donc ça accueillera la boîte de jonction. Donc là, on est sur un produit avec une seule boîte de jonction. Ensuite, elle va juste placer un scotch dessus. Et elle passe les modules dans l'électrominescence. Donc là, c'est celui-là juste qui est en aval, là. Et donc là, on peut voir tous les défauts dans le premier stade avant lamination. Donc ce qu'on va essayer de regarder, c'est tout ce qui est micro-fissure, casse, problème de soudure ou court-circuit. Donc elle a des critères d'acceptation. Et donc là, en l'occurrence, s'il y a un défaut, elle va le détecter, le signaler et ça va partir en réparation. Parce qu'à ce stade-là, on peut encore enlever ce qui serait à remplacer au poste de réparation. Mais après lamination, forcément, on ne peut plus intervenir dessus. Voilà. Ok, donc on arrive dans la deuxième zone. Donc effectivement, voilà, c'est le troisième process sensible où il faut s'assurer que tout soit parfait, aussi bien sur la recette que sur le choix des équipements. Donc nous avons décidé, c'est une décision onéreuse, de prendre ce qui se fait du mieux sur le marché. Donc en découpe cellule, en stringer aussi, et sur les laminations, on a pris vraiment ce qui était le mieux sur le marché. Parce que ce qui est important, ce qui garantit notamment le vieillissement du module et la garantie, c'est ces machines-là en fait. Donc vraiment, et contrairement à nos concurrents, et ça on en a visité quelques-uns, nous avons des presses froides. Eux, ils refroidissent par ventilo ou des fois par rien. Et donc là, nous, on a vraiment des presses froides. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi plus cher aussi. Voilà, donc je vous expliquerai à quoi ça sert les presses froides. Donc là, je vous invite à regarder cette lamination par exemple. Vous avez la presse chaude qui est en activité. Donc le but vraiment, le plus important, c'est de mettre sous vide. C'est très important de mettre sous vide. Donc on a deux pompes en série très puissantes qui nous permettent d'atteindre le vide à un 10 puissance moins 4 pour le vide en moins d'une seconde. Donc en 75 millisecondes, on doit chasser l'air dans la membrane où accueillent les deux modules. On en accueille deux par étage. Et également les bulles d'air qui sont emprisonnées dans la matière des encapsulants. Il faut vraiment qu'il y ait zéro bulle d'air. C'est pour ça que ces machines-là sont très sensibles et très chères et que la recette de montée en pression et en température et en échappement d'air et en évacuation d'air sont très importantes. Donc ces machines-là nous permettent d'avoir une finesse de montée et de maîtrise des courbes de température et d'évacuation d'air très précises, avec des créneaux en amont, ce que ne permet pas les autres. Donc là, la presse chaude vient de finir son cycle. Là, on est sur un cycle de 8 minutes 30 et elle va libérer les modules par deux. Donc vous voyez les modules qui sont en train de partir. Voilà, donc là, c'est en train d'évacuer, ça va aller dans la presse froide là-bas. Donc là, on arrive sur la presse froide qui est là, qui est en cours de refroidissement. L'intérêt d'une presse froide, il y a trois intérêts.
Le premier, c'est que les gens derrière alors, ils ne se brûleraient pas, mais c'est très chaud, hein. Il y a quand même 160 degrés, hein. Donc le temps qu'ils sortent. Mais voilà, c'est quand même très chaud. Donc l'intérêt, c'est qu'ils travaillent sur un produit à température ambiante. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est pour notre personnel de production. Le deuxième, c'est que les appareils de flasher, notamment celui-là qui va mesurer la puissance du module, le module doit être à température ambiante, donc 25 degrés. Voilà, donc ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, c'est qu'on va stopper le processus de lamination, on le stoppe net. Et ça, c'est important aussi. Et ça permet aussi que le module ne fléchit pas. Voilà, ça, c'est important parce que sinon, naturellement, si on le laisse à température ambiante avec ses 160 degrés, avec l'initiative thermique, il va tendance à bomber. Et c'est pour ça qu'on s'est équipé de presse, pour maintenir la forme et contrôler cette température. Mais tout ce qu'on a vu à l'extérieur, à chaque fois, c'est un investissement que les gens ne font pas. Alors que pour nous, il est primordial pour le vieillissement, pour les gens aussi qui travaillent derrière, bien sûr. Voilà. Après, on arrive chez Tar. Donc il pose la mousse dessous-dessus, hein, bien sûr, il faut qu'elle soit équitablement répartie. Donc c'est le liant quelque part au cadre. Donc il enlève le liner, donc là on est sur la partie collante maintenant. Et il vient appliquer un liant en fait pour une meilleure adhésion du cadre lors de l'emmanchement. Ensuite, la machine d'après, la cadreuse, elle va prendre deux petits profilés sur la largeur, deux longs profilés sur la longueur bien sûr. Elle vient positionner sur les quatre côtés du coup dans la machine. Donc là elle est en train de positionner les profilés de part et d'autre. En dessous il y a le module qui passe, il est centré. Elle va lever le module. Voilà, donc on lève le module et dans le coin là, on va emmancher, donc on emboutit dans ce coin là-bas. Là on va ébavurer les coins, des cadres et on arrive sur le poste d'Abdel et Ava. Donc là, il va récupérer la boîte de jonction où elle a été siliconée au préalable. Ensuite, il lève les ribbons, il va mettre la boîte de jonction et sa collègue d'après, Ava, va souder les connexions. Donc les trois broches, elle les soudera sur la boîte de jonction. Donc là, on arrive chez Ava. Donc Ava va souder les trois broches pour relier, connecter la boîte de jonction. Et ensuite, on arrive sur les opérations de contrôle. Donc les moyens de contrôle, on a dans un premier temps un flasher. Donc le flasher, en fait, va donner la puissance instantanée du module. Donc on vient simuler un flash solaire et on mesure la tension et le courant qui nous donne une puissance et une courbe. On regarde aussi la régularité de la courbe, en fait, et la position de la courbe par rapport à la tension puissance. Donc là, vous voyez, on est à 397 watts. Voilà. Pour un produit qui est étiqueté 390. Voilà, donc ça, c'est le flasher. Ensuite, on a l'électrominescence à nouveau et un iPod. Donc l'électrominescence qui va regarder s'il y a des problèmes de soudure, de micro-fissures ou de casse ou des corps étrangers. Et l'iPod va contrôler les courants de fuite. Alors, du coup, on est sur la première station de contrôle. Donc on a Shérif ici. La première chose que va faire Shérif, c'est de regarder si la soudure visuellement elle est bonne. La soudure de sa collègue juste en amont. Ensuite, qu'il a des critères là, tous ces critères-là, à regarder si c'est bon. La première chose qu'il va faire, il va regarder la puissance, si elle est bonne, et l'électrominescence. Donc là, vous voyez, l'électrominescence et la puissance. Et une fois que ça, si c'est conforme, du coup, il va regarder l'intégralité du module, voir si tout est aligné, s'il n'y a pas de corps étranger, si les espaces sont bien respectés. La position de la matrice. Donc c'est le premier contrôle de la face avant avec le flash et le L. Voilà. Une fois que cette opération-là est faite, on arrive sur le dernier contrôle. Donc il y a Az, c'est notre deuxième contrôleur. Et donc Az, il va contrôler lui la face arrière. Comme on a mis le potting, avant on a contrôlé la face avant. Et maintenant on contrôle la face arrière. Donc il va contrôler s'il y a bien le potting, s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas de bosse, s'il n'y a pas de creux, de déformation sur la backsheet, sur la face arrière. Voilà. Donc on est vraiment sur une opération de contrôle final. Voilà. On arrive sur le portique. Et donc, en fonction de la classe ABCD, le portique va automatiquement, en fonction de la lecture du numéro de série, va placer
sur les emplacements A, B, C, D. Donc là, on est sur les classes A de ce côté et de l'autre côté, vous avez une B, une C, une D. Voilà. On arrive sur le dernier poste. Donc ça, le poste de conditionnement avec Monsieur Wabi là. Donc il nous a préparé la palette avec ses cornières, le cerclage et on a la filmeuse qui vient filmer bien sûr la palette. Voilà.